Ce processeur est refroidi à moins 180 degrés avec de l'azote liquide pour atteindre des performances extrêmes. Aujourd'hui, on va rencontrer Antoine qui va tenter de battre un record d'overclocking. Mais c'est quoi l'overclocking? Ça consiste à pousser la fréquence des composants au-delà de leur limite prévue afin de gagner en performance. Le souci, c'est que ça va consommer énormément et ça va aussi beaucoup chauffer. Donc, pour avoir des performances extrêmes, il faut un refroidissement extrême, d'où l'azote liquide. Le principe, c'est d'avoir un contenant en cuivre très conducteur et de le poser via de la pâte thermique. Je le pose sur le processeur, on prend de l'azote liquide, on utilise des thermos et on verse juste dedans comme ça et ça refroidit petit à petit. On contrôle la température avec une sonde et un thermomètre qui affiche la température. Dès qu'on verse de l'azote liquide, petit à petit ça s'évapore et en s'évaporant, ça diminue la température globale de tout le godet. Et comment on fait des tests? On va faire ce qu'on appelle des benchmarks. L'ordinateur va suivre une série de tests et à la fin, on obtient un score. Ce score, plus il est haut, mieux c'est. Les performances obtenues sont uniquement possibles grâce à cette carte graphique, la MSI GeForce RTX 5090 Lightning. Elle a été conçue pour de l'overclocking extrême avec un BIOS prévu pour, allant jusqu'à plus de 2500 watts. Des VRM beaucoup plus nombreux que la moyenne. Chacune va transformer le 12 volts en 1.1, 1.2 volts. Ça fait que chacune chauffe moins et d'avoir une tension stable qui ne varie pas trop en fonction de la charge. Et surtout, 2 ports d'alimentation 12 volts, ce qui permet donc de suralimenter la carte. Pour les benchmarks et à la température à laquelle on utilise la carte, même pour essayer de faire des records avec, on est plus autour des 1200, 1400 grand maximum. C'est énorme. Pour rappel, une 5090 de base, c'est 450 watts. Les plus gros modèles peuvent monter à 600 et quelques. Là, on est à 2 fois les plus gros modèles. Malheureusement, on n'a que le PCB, on n'a pas la carte en entier qui est commercialisée, qui a pourtant un sacré design. De l'autre côté de la carte, il y a une sorte de plaque. Bon, ça me fait penser à un waterblock non, Custom, mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est une plaque qui fait à peu près 3-4 mm d'épaisseur en aluminium, qui reste bien rigide. Et en plus dessus, j'ai fabriqué, c'est un module qui permet de chauffer, parce que quand on refroidit de ce côté-là, le corps il devient froid et il congèle tout l'arrière de la carte. Et après, on se retrouve avec de l'eau qui tombe sur la carte mère et ça. Et là, c'est foutu. Donc il y a différentes techniques. Soit on isole totalement et on met des gros chiffons et ça marche. Mais sinon, il y a l'histoire d'utiliser quelque chose qui chauffe et qui maintient tout le PCB à température ambiante et qui permet d'avoir le corps froid et de continuer à bencher, à faire de l'overclocking, des benchmarks pendant plusieurs heures sans s'arrêter. Et de l'autre côté, on a une plateforme AMD. Alors là, l'installation, du coup, elle est sur le processeur et pas sur la carte graphique. Oui. Le but, c'est de bien refroidir. Je vois que sur les deux cartes mères, il n'y a plus aucun dissipateur sur la carte mère. Ah oui, j'en ai plus. Souvent, quand on utilise du froid comme ça, on se retrouve avec de la condensation, d'où la deuxième alim pour pouvoir continuellement chauffer en dessous de la carte mère et pas se retrouver avec une carte mère toute congelée. Mais dans tous les cas, au bout de quelques heures, on se retrouve toujours avec un peu de condensation quelque part. Et si on ne la voit pas, on ne sait pas où l'enlever. Donc si on n'a pas tous les dissipateurs, tout ce qu'il y a autour, au moins on voit ce qui se passe et on peut nettoyer, sécher. Moi j'utilise un décapeur thermique. Notre but c'est d'avoir moins 190 sur le processeur. Ok. J'ai biné quelques processeurs. Biner, tu peux nous... Biner, c'est trier en fait. On a des trails de processeurs et c'est le même modèle. Là on a que des 9800X 3D et là on a que des 9956 3D. Pour chacun, sur un même benchmark, pour une même tension, même température, on voit à quelle fréquence maximum il peut aller et du coup après on prend le meilleur et après on le teste tout froid s'il arrive, s'il a un bon comportement aussi tout froid et s'il est performant. Pour bien comprendre de quoi nous parle Antoine, on va parler de loterie du silicone. C'est un terme qui concerne les composants comme les cartes graphiques et les processeurs qui, dû à leur procédé de fabrication très complexe, n'ont pas toujours les mêmes performances. Il en a donc une bonne dizaine de chaque qu'il a tous testé pour récupérer le meilleur. Et c'est super important parce que le score obtenu va en dépendre. En fait, la carte graphique est tellement performante qu'il va y avoir du bottleneck. Donc le processeur va la brider, malgré qu'on soit sur des fréquences à 8,3 GHz pour le i9 et 7 GHz pour le Ryzen 9. C'est quoi l'objectif que tu as avec toute cette installation? Tu vises un score, une fréquence particulière? Enfin, c'est quoi la fréquence à battre? En fait, c'est pas vraiment une... Enfin, après, la fréquence à battre, tout est relatif. Parce que suivant les BIOS sur les cartes graphiques, l'efficience n'est pas la même à la même fréquence. Okay. Donc en fait, la fréquence c'est bien joli, mais en fait c'est pas toujours le plus important. En tout cas dans le cas des cartes graphiques, et surtout sur ces 5000, suivant les BIOS et suivant les fréquences de base des BIOS sur chacune des cartes, l'efficience n'est pas la même. Okay. Donc parler de fréquence au moins plus de 3004, après 3006, on sait jamais, suivant les benchmarks. Ok, donc en fait il n'y a pas besoin forcément de monter ultra haut en fréquence. Suivant les benchmarks à faire, vu qu'il y a à la fois le processeur qui rentre en compte, la carte graphique qui rentre en compte, on peut arriver, suivant les connaissances sur chacun des benchmarks, à se retrouver à arriver à prendre des premières places, même en n'étant pas partout les meilleurs juste sur la fréquence. Ouais, faut trouver le bon équilibre entre la fréquence optimale CPU, la fréquence optimale GPU, et aussi la mémoire, parce que ici comme on voit j'ai un godet aussi là qui est sur la mémoire. Ouais, donc c'est
pas forcément d'avoir le meilleur partout. C'est un peu comme quand tu Ouais, choisis c'est ça. ton kart et tes roues sur Mario Kart. Faut juste que ça soit polyvalent. Et une dernière question qui m'est venue en tête, et je pense que vous aussi, à quoi ça sert? Est-ce que c'est faire du score pour faire du score, ou est-ce qu'il y a une vraie utilisation? Et il m'a apporté 2 réponses. Réponse 1, performer pour performer. Oui. La deuxième réponse, c'est pour dépasser des limites, et donc rencontrer des problèmes qu'on n'aurait pas forcément vu d'habitude, et donc apporter des solutions et des avancées sur les futures générations de composants. C'est un petit peu comme en automobile, la grande majorité des innovations qu'on connaît aujourd'hui, comme les freins à disque, viennent à la base de la compétition. Antoine a donc passé une semaine chez nous à faire des benches sur cette nouvelle carte graphique, la MSI GeForce RTX 5090 Lightning, et il a réussi à faire non pas un, mais plusieurs records du monde dans plusieurs catégories qu'on peut voir sur le Hall of Fame 3D Mark. Et petit disclaimer pour la fin, attention, les manipulations qui ont été faites dans cette vidéo sont faites par des professionnels, ce n'est pas quelque chose que je vous invite à reproduire, vous risquez tout simplement d'endommager vos composants et peut-être de vous blesser.